Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette session sur le développement durable et le développement inclusif. Il y a bien deux sujets, un sujet qui est évident et un autre sujet qui est moins évident, qui est le sujet de qui va payer pour les investissements, qui va payer le coût des investissements pour atteindre le développement durable. Donc le fait que les deux sujets soient liés, ce n'est pas une nouvelle. Depuis 1987, depuis exactement le rapport Brundtland, les deux sujets sont liés. Je vous rappelle juste la définition dans le rapport Brundtland. Un développement durable répond aux besoins du présent, commençant par les plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc les deux sujets sont liés et j'attends des intervenants qui répondent sur les deux sujets. Alors pourquoi la question du sacrifice, pourquoi la question du coût est fondamentale? Tout simplement, évidemment, pour une question d'éthique sociale, mais aussi pour une question politique. À l'intérieur des pays, il faut embarquer les classes populaires dans ce combat pour le développement durable. Et puis au niveau international, le développement durable, il ne va pas être atteint simplement par les pays riches. Si on veut que ça soit efficace sur le plan global, sur le plan pour le monde entier, il faut que ça soit un effort de l'ensemble des pays du monde. Et en fait, si on entend un peu ce qu'ont dit les Gilets jaunes, ils ont dit aux classes aisées, qui sont, je crois, ici largement représentées à la fois dans cette table ronde et peut-être ici parmi vous, c'est de dire, oui, c'est très bien, nous on veut bien faire des efforts, mais commencez par vous-même faire des efforts parce que votre consommation, votre émission de carbone par tête est plus forte et plus élevée chez les personnes aisées que chez les personnes, disons, modestes. Et c'est la même chose pour les pays en voie de développement. Le discours dans les conférences, dans les différentes COP qui se succèdent, c'est de dire, oui, c'est très bien cette histoire, mais vous avez été les premiers, les pays les plus industrialisés ont été les premiers émetteurs dans l'histoire, et c'est à vous de faire un effort, et on vous demande également de participer à notre effort. Et donc, il me semble qu'il y a deux objectifs à décliner. Le premier, c'est évidemment, lorsqu'il y a un effort, de faire en sorte qu'il soit le plus faible possible. Donc, il faut minimiser le sacrifice global collectif. Et le deuxième, c'est de s'interroger comment est-ce qu'on peut avoir un partage équitable du fardeau qui va être à payer, je dirais, en une fois. C'est un coût unique qui va être à payer pendant ces 30 ans, le coût de l'investissement pour arriver à un développement durable. Sur la réponse à la première question, elle est assez évidente pour un économiste en tout cas, c'est que nos économies reposent à la fois sur le marché et sur l'État, elles reposent sur le vote et sur le marché. Eh bien, il faut une association des deux, il faut l'État et le marché. Donc il faut l'État à travers une sorte de planification des investissements et le terme de planification écologique qui est maintenant très à la mode en France, mais là, il ne faut pas non plus abandonner, il ne faut pas penser que les outils de marché, que sont la taxe carbone, que sont le marché des émissions à polluer, à émettre, sont des outils qui doivent être rangés au magasin des antiquités alors qu'elles ont encore à peine servi. Donc la réponse à la première question est assez évidente. Donc là où ça commence à se compliquer, c'est la réponse à la deuxième question. Comment organiser le partage du coût de ces investissements? Alors, je vais émettre ici un certain nombre d'idées pour qu'elles soient débattues ici parmi les conférenciers et aussi dans la salle. La première idée, c'est que il me semble que pour des raisons politiques et des raisons éthiques, ça serait bien d'avoir une règle comme quoi, pendant les 30 prochaines années, le niveau de vie des plus démunis ne doit pas diminuer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on s'engage à ce que le niveau des plus démunis ne baisse pas, soit au niveau national, soit au niveau international. Et pour définir ce niveau des plus démunis, eh bien, je propose de dire de prendre comme ligne le médian
les gens qui ont un revenu plus faible que le revenu médian, c'est-à-dire que les 50% les plus pauvres dans la population, ne doivent pas voir leur niveau disparaître pendant cette phase de transition. Donc peut-être que leur niveau de vie n'augmentera pas, mais en tout cas, il ne doit pas diminuer. Et donc ce qui veut dire que le coût à l'intérieur d'un pays doit être partagé, pas forcément évidemment d'une manière proportionnelle, par les gens qui sont au-dessus du revenu médian. Maintenant, la deuxième question, qui est encore une question plus complexe, c'est la question internationale. Comment organiser ce partage du coût au niveau international? Alors, donc, eh bien, écoutez, oui, je vais émettre une idée qui sera peut-être reprise, qui est le fait que l'Afrique, qui est le continent le plus proche de l'Europe, n'émet que 4% des émissions. L'Europe en émet 8%. Et je trouve que ça serait un très beau geste que l'Europe aide et finalement porte le coût du développement durable de l'Afrique. C'est beaucoup moins coûteux d'écrire sur une feuille blanche, et donc ça ne sera pas très très coûteux, et en même temps ça sera un beau geste que les premiers pollueurs que nous avons été aident les derniers pollueurs à aller vers le développement durable, et ça sera un message formidable également pour l'ensemble de la planète, et en particulier pour mobiliser les grands émergents. Donc pour développer tous ces thèmes, nous avons un panel avec des personnes éminentes. Je vais d'abord citer Elisabeth Moreno qui prendra la parole la première pour 5 minutes, qui est la précédente ministre de l'égalité, chargée d'égalité entre les hommes et les femmes. Ensuite, je donnerai la parole à un autre ministre qui nous vient de Singapour, le ministre singapourien des Transports et des Affaires commerciales, le Mr. Issaran. Après, je donnerai la parole à Paul Hudson, qui est directeur général de Sanofi. Ensuite, nous avons 3 représentants du monde bancaire et financier. Je donnerai d'abord la parole à Philippe Heim, qui est président du directoire de la Banque Postale. Ensuite, je donnerai la parole à Nicolas Namias, qui est directeur général de Natixis. Et enfin, je donnerai la parole à Maya Atig, qui est présidente de la Fédération française, directrice générale de la Fédération bancaire française. Voilà. Bon, écoutez, vous avez chacun 5 minutes, et puis ensuite, nous ferons un tour de table pour savoir s'il y a des questions que vous voulez vous poser les uns les autres. Je vous en poserai éventuellement avant de donner la parole à la salle. Donc merci beaucoup de respecter les 5 minutes. Madame la ministre. Merci, professeur Tranois. Et si vous voulez bien, je pourrais parler des heures sur ce sujet. Et comme je ne veux pas regarder ma montre, n'hésitez pas à me dire quand il est temps. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi, évidemment, d'être avec vous et d'aborder un sujet aussi important que celui-ci. Il est important parce qu'il y a une dizaine, peut-être même une vingtaine d'années, quand on parlait de croissance inclusive et de croissance durable, on considérait cela comme un nice to have. Il fallait d'abord penser à la croissance et ensuite, si elle était inclusive et puis si elle était bien faite dans le respect de l'environnement, c'était une bonne chose. Mais ça n'était pas le premier critère qui était pris en considération. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. On est passé d'un nice to have à un must have, parce que c'est devenu une priorité et une urgence absolue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que l'insécurité économique est l'une des angoisses les plus prégnantes de l'être humain. On n'en parle pas beaucoup, mais ça vous donne une idée sur l'urgence à la fois économique, éthique, psychique que sous-entend cette croissance inclusive et durable. Et je vais vous donner un exemple tout à fait récent. Il y a 2 semaines, peut-être que certains et certaines d'entre vous avaient entendu parler du drame qui est arrivé à Melilla. Melilla, c'est un endroit en Espagne où il y a une garde assez féroce des frontières pour éviter que les migrants n'arrivent en Europe. 2000 migrants, essentiellement d'Afrique subsaharienne, se sont présentés il y a 2 semaines et il y a eu un drame absolu
qui a causé la mort de 23 d'entre eux. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux prennent des pirogues de misère pour traverser la Méditerranée, avec une chance sur deux d'arriver à bon port. Et quand bien même ils arrivent à bon port, ils sont soit renvoyés chez eux, alors qu'ils ont payé des passeurs des sommes que des générations de leur famille vont avoir à rembourser, soit ils meurent en mer, soit ils arrivent et ils meurent sur terre, soit ils arrivent sur terre et on les renvoie d'où ils viennent. Si on ne considère pas ça comme des drames, je ne sais pas ce que ce peut être. Mais il n'y a pas que cette question de l'immigration qui va avoir une ampleur de plus en plus importante dans les années qui viennent, parce qu'on peut arrêter 1000 personnes qui essayent d'immigrer parce qu'elles ont faim, parce qu'elles essayent d'échapper aux crises de guerre, parce qu'elles essayent d'échapper au réchauffement climatique. On peut peut-être en arrêter 1000, on peut peut-être en arrêter 10 000, on n'en arrêtera pas 10 millions. Et il faut savoir que d'ici 2050, l'Afrique aura la population active la plus importante au monde et que 35% de la population mondiale sera africaine. Cette situation sous-entend que soit c'est une opportunité importante parce que nous savons que notamment l'Europe a une population un peu plus âgée aujourd'hui, ou l'Occident de manière générale, mais ça peut être un drame tout à fait absolu si cette population n'a pas les moyens de prendre son destin en main et que ce cycle se perpétue. Mais je ne veux pas parler que de l'Afrique ou des pays en voie de développement. Je veux également parler de deux autres parties de la population qui, où qu'elles se trouvent dans le monde aujourd'hui, sont laissées sur le bas-côté de la croissance, quelle qu'elle soit. Je parle des femmes qui composent 52% de la population mondiale, mais qui aujourd'hui encore peinent à trouver leur place sur le marché économique. Et je parle des jeunes qui soit se désespèrent de trouver leur place dans une société où ils ne retrouvent pas leurs valeurs, soit se posent des questions quasi métaphysiques sur ce que l'avenir leur réserve. Et dans un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui, où il y a une polycrise, que ce soit la crise environnementale, que ce soit la crise économique, que ce soit les crises sociales ou politiques, si nous ne parvenons pas collectivement à résoudre ces problématiques, finalement, même ceux qui s'en sortent bien, vous savez, ces fameux 1%, ou ces 10% qui se partagent 90% de la richesse planétaire, vont se retrouver dans une situation extrêmement préoccupante où finalement, chacun va se méfier de l'autre. J'ai eu la chance de vivre en Afrique du Sud, où les inégalités sont explosives. Vous connaissez la situation du Brésil, où d'un côté de la rue, vous allez avoir une villa avec piscine, et de l'autre côté de la rue, des favelas où les gens ne dorment pas en ayant le ventre plein le soir. Et ces injustices, ces inégalités qui existent aussi dans les pays de l'OCDE, parce que ces 10 dernières années, nous n'avons pas vu, je crois que nous n'avons pas vu autant d'inégalités dans les pays de l'OCDE que ces 10 dernières années. Et par conséquent, je crois qu'il y a une urgence absolue pour la planète tout entière que de faire en sorte que non seulement cette planète qui, je crois qu'on disait qu'il n'y a pas de plan B pour notre planète, tout le monde sait les conséquences de cette croissance galopante, mais est-ce qu'il faut continuer de croître au détriment de la planète sur laquelle nous vivons? La réponse est non, mais comment est-ce que nous nous y prenons? Et comment est-ce que nous faisons pour que la totalité des êtres humains aient l'impression qu'ils peuvent vivre dignement en participant et en contribuant au développement de la planète et à leur développement individuel et à celui de leur famille. Merci. So, Mr. Issaran. Monsieur Iswaran de Singapour. Merci. Bonjour à tous. Permettez-moi de m'exprimer en anglais. Tout d'abord, c'est un honneur, un privilège pour nous de Singapour de venir ici participer à cet événement et de participer à ce panel. Je
vais dire très brièvement que nous sommes arrivés à un point où on doit faire face à une confluence inattendue de circonstances. On sort de 2 années de problématiques sociales et économiques à cause du Covid. On a les tensions géopolitiques. On a même constaté une guerre. Nous faisons face à un dérangement de la chaîne d'approvisionnement pour plusieurs raisons. Et dans ce contexte précis, globalement, et au niveau de chaque pays, nous avons besoin de réfléchir sur la politique économique à adopter. Je vais développer 3 points. Tout d'abord, il est très important, surtout au jour d'aujourd'hui, de résister la tendance vers du nombrilisme. Il faut avoir une connectivité internationale mondiale. C'est très important parce que lorsqu'on parle de la chaîne d'approvisionnement, de la résilience, la diversification en fait partie. Il ne s'agit pas de faire du onshore ou du reshore, il s'agit également de rétablir ces liens. À Singapour, nous avons des accords. Même dans les 2 dernières années, on a conclu un accord avec l'Union européenne. On va continuer à le faire avec différents pays aussi. Deuxième point que je souhaite relever concerne les nouvelles façons de se développer au bénéfice de nos populations. Parce qu'il ne s'agit pas que de faire des affaires comme d'habitude. Il s'agit d'avancer de nouvelles manières. D'abord, on a des options technologiques. La numérisation est partout. Il faut s'assurer que nos entreprises, notre économie et nos populations y soient connectés pour qu'ils voient plein d'opportunités. Donc nous avons des partenariats avec beaucoup de pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili. On a un dialogue avec l'Union européenne également et on souhaite faire davantage de choses comme cela pour faire des ponts numériques. Mais une autre dimension concerne un objectif durable et des accords sur l'économie verte. C'est là où on peut se réunir avec un même état d'esprit pour faire en sorte que la croissance que l'on poursuit sera une croissance qui soit durable, verte et qui ne fait pas de mal à l'avenir de notre planète. Et puis mon dernier point, on souhaite se développer, on souhaite que le développement soit durable, mais plus important, il faut s'assurer que ce développement soit inclusif. Parce que même en poursuivant les stratégies de globalisation, d'internationalisation, il faut se rendre compte que l'impact sur nos entreprises et nos populations vont être différents. Il faut s'assurer que les PME soient bien équipés pour participer à cette croissance, qu'il s'agit d'exporter dans de nouveaux marchés, qu'il s'agisse de se connecter numériquement, s'il s'agit de développer ses compétences. Et je serai heureux de partager toute la gamme de politiques que nous avons lancées au Singapour sur ce plan. Et nous devons également investir dans nos populations. Si la population ne se sent pas qu'elle a les possibilités et les compétences pour participer à ces opportunités, alors ça va être une victoire creuse. C'est quoi la peine de se développer si la population n'en bénéficie pas? Donc, c'est pour cela que la capacité de formation est très importante dans cette stratégie. Et on cherche des ponts externes, des itinéraires vers une croissance numérique. Par la même occasion, il est également important d'établir des politiques nationales qui soutiennent les capacités de nos PME et qui soutiennent les capacités de nos populations. Paul Hudson, maintenant, vous avez la parole pour 5 minutes. Well, good morning. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent à cette session. Je pense qu'une chose qui
très important et qu'on a remarqué lors des 2 dernières années, c'est qu'il est impossible d'assurer un avenir durable sans avoir un monde sain. On a vu en temps réel une preuve de concept à l'échelle globale qu'il est clair pour chacun d'entre nous que si l'on ne peut pas avoir une force de travail saine, on ne peut pas développer une économie, on ne peut pas rentrer dans un cycle durable. On l'a vu d'abord lors de la pandémie. On a pu voir des gouvernements qui luttaient à essayer de régler l'équation, de savoir comment on protéger les populations du COVID et en même temps comment on faisait pour assurer que l'économie survive. Alors c'était un réveil, finalement une alarme. Si on n'a pas de santé, les implications sont absolument désastreuses. On l'a vu en 2008, après la crise économique, les investissements dans les soins de santé ont décliné, alors que les pays se bagarraient pour essayer de régler les problèmes de déficit budgétaire. En même temps, on a vu que le monde vieillissait. Et les problèmes de maladies chroniques signifiaient qu'il y avait de plus en plus de besoins en termes d'hôpitaux, etc. La consommation de biens de santé augmente et les budgets sont réduits. Même si on voit en temps réel que la situation est catastrophique. Il y a un article très intéressant dans le Lancet, un journal médical, qui souligne que d'ici 2030, en raison du changement climatique, près de 250 000 personnes vont décéder chaque année pendant les 20 années suivantes. Et ces mortalités pourraient être évitées. En même temps, on le sait, on sait tous, et vous avez souligné ce point que, tristement, ces mortalités vont venir des gens qui sont du mauvais côté de l'équation économique, des personnes qui n'avaient pas le choix, finalement, d'autres choix. Pour nous, on reconnaît, en tant qu'entreprise de santé, que il faut qu'on travaille dans des partenariats public-privé. Ce n'est pas possible pour un seul acteur, à lui seul, de faire face aux défis de ce monde sain qui est recherché. Alors, est-ce qu'on est prêt? Alors, une statistique, une personne moyenne, dans sa vie, va créer 16 000 tonnes d'émissions de carbone. Personne moyenne, dans sa vie, au cours de sa vie. Et si ces personnes souffrent de diabète, ça va être 48 tonnes. Donc, comment est-ce que ça peut être 3 fois les émissions? Parce que, vous savez, la voiture, aller voir le médecin, la consommation de médicaments, par exemple, qui doivent être créés par des entreprises comme les nôtres. Enfin, donc, il n'y a absolument aucun autre choix que de faire en sorte que les populations soient plus saines. Si vous êtes dans une situation de pré-diabète et si vous êtes bien alimenté, etc., peut-être vous allez éviter le diabète. Et c'est ça le combat à l'échelle globale. Et on va faire des économies de 3 fois, par exemple, si on fait un meilleur choix. Il y a tellement à faire. Pour ma part, je suis responsable de l'initiative, justement, développement durable, et on calibre. Est-ce que ça veut dire de livrer des soins de santé? Je vais aller à la COP28 pour défendre le point que la santé virtuelle est plus importante, est meilleure pour le patient et pour l'environnement, parce que les systèmes doivent être modernisés. Si on ne se réunit pas pour faire quelque chose de significatif, et si on pense c'est bien de sous-investir dans le domaine de la santé et permettre aux maladies de se développer, on perd sur 2 fronts, en termes d'espérance de vie, de soins, et évidemment, on endommage, on pose un impact négatif pour l'environnement. Bon, après la pandémie, on sait maintenant qu'il faut qu'on règle les choses ensemble, il faut qu'on sauve des vies. Il faut qu'on reconnaisse que le système actuel est fracturé. Et donc, 9% de nos émissions viennent de la fabrication des médicaments. 1% vient de l'échelle 3, la disposition 3. Non. Et on va travailler avec nos partenaires et les entreprises de santé vont faire quelque chose de significatif et ils vont reconnaître que si ce n'est pas maintenant, eh bien, je ne sais pas quand est-ce ça va se faire. Le scope 3. Oui, merci beaucoup Alain. Alors, je vais articuler mes propos autour de 3 points. S'il y avait le moindre doute, il y a urgence. Deuxième point, il faut s'organiser. Cette transition aura un coût économique et un coût social. Et là, je pense qu'il faut être extrêmement clair. Il faut se départir d'une vision de la transition comme quelque chose qui va être forcément simple et heureux.
mais pour autant, l'inaction aura un coût supérieur. Et troisième point, il faut se mettre en mouvement pour chacun d'entre nous. C'est peut-être transmuter le concept de transition vers une transition qui soit authentiquement juste. Hein, je vais développer ces points. Alors, je crois que pas beaucoup dans cette salle se rendent compte le fait qu'il y a urgence. Bon, il y avait un patron RSE d'une grande banque anglaise qui a tenté de défendre cette thèse à Londres il y a un mois, effectivement, avec le succès qu'on a connu. Je rappelais juste quelques éléments, c'est qu'aujourd'hui, on a pu mesurer que le réchauffement depuis 2 siècles, c'est à peu près 1,1 degré. Si on ne fait rien, on sera au-delà de 2 degrés. 100% de ce réchauffement est d'origine humaine, c'est absolument simple. Vous connaissez tous les chiffres qui sont effroyables en termes d'épuisement de la biodiversité. Donc il faut vraiment qu'on agisse. Je crois, bon, c'est un point qu'il ne faut pas débattre, je ne pense pas qu'il faut passer trop de temps là-dessus. Alors maintenant, il y a la question de la transition elle-même qui aura un coût. Alors le coût, il est évident. D'abord, c'est les investissements qu'on va devoir consentir. Au niveau européen, d'après la Commission, c'est 350 milliards d'euros d'investissement chaque année. C'est considérable parce que ça correspond en fait au PIB danois. Hein, c'est tout à fait considérable. Alors, ne rien faire aura un coût supplémentaire, c'est-à-dire le GIEC et la Commission européenne, on peut considérer qu'une transition désordonnée aura un coût supérieur de 10 à 20% du PIB. Hein, donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, ayant dit cela, c'est là que je crois qu'il faut qu'on soit, et je réponds à vos propos introductifs, il faut qu'on soit lucide. Une énergie plus rare, une énergie plus chère, ça va quand même mettre en torsion nos business models, ça va mettre en torsion également nos équilibres sociaux. Alors, le sujet, ce n'est pas la décroissance, mais je pense qu'on n'en est pas là. Simplement, il y aura un impact sur la croissance potentielle, sur la création de valeur dans la durée. Donc ça, c'est un point qu'il faut qu'on intègre. Et puis ensuite, le coût d'une énergie plus chère, évidemment, il n'est pas également distribué sur toute la population, hein, suivant le panel moyen. Et donc, ça c'est important à prendre en compte, puisque derrière, il y a un point fondamental qui est l'acceptabilité sociale et politique de ce qu'on va entreprendre. On voit bien aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes, on voit bien la réaction des pays africains quand on leur dit que nous, les grandes banques internationales, et bon, nous en faisons partie, mais nous ne financerons plus les nouvelles infrastructures de pétrole et de gaz. Il y a certains pays africains, naturellement, qui le vivent extrêmement mal. Donc, pour conclure ici ce propos, c'est qu'il faut, je crois, se départir d'une vision idéale de la transition. Il faut qu'on l'accepte de manière réaliste et il faut qu'on se mette en mouvement en conséquence. Alors, effectivement, oui, que faire ? Je pense qu'on peut se féliciter en Europe, tous ici, on peut se féliciter d'avoir une organisation collective qui est massive, surtout si on se compare notamment aux États-Unis, et qui est globale, qui est systémique, que je trouve en tout cas très, très encourageante. Alors on peut égrener la taxonomie, on a mis beaucoup de temps à la faire atterrir, maintenant on a à peu près un consensus sur la taxonomie, le programme Next Gen EU qui va consacrer beaucoup de moyens à la transition, également les éléments de le CSDR de reporting, c'est-à-dire que tout un chacun, justement pour mesurer notre scope 3, comme l'indiquait Paul, le scope 3 c'est le nerf de la guerre. Et le fait que chacun puisse publier les impacts de ses actions va nous permettre collectivement de mieux capturer le scope 3. Donc ça c'est très bien. Il y a aussi un point que peut-être qui est moins connu, qui est récent, c'est que la BCE va intégrer les contraintes climatiques dans sa politique monétaire, et notamment dans les achats d'obligations d'entreprise, dans le cadre de sa politique monétaire d'achat d'actifs. Elle va introduire de la conditionnalité, et ça aura un impact assez fort sur les émetteurs, puisque naturellement, il faudra discloser et se tenir à des trajectoires. Le secteur financier, je vais vite parce que j'ai plus mon temps de parole. Le secteur financier a un rôle particulier parce qu'on est au carrefour du financement de l'économie en tant que financeur, en tant qu'investisseur, c'est-à-dire en accordant des crédits, ou en tant qu'asset owner, à travers la gestion d'actifs, à travers nos activités d'assurance. L'enjeu pour nous, il n'est pas seulement de vernir nos bilans. L'enjeu pour nous, c'est de changer nos gouvernances, changer nos KPI, pour faire en sorte que la transition soit vraiment perçue comme un élément de performance. Que la transition soit perçue comme un élément de performance de l'entreprise,
et que l'ensemble des stakeholders soient d'accord avec ça. Ensuite, le point, c'est de faire en sorte que nos clients soient des acteurs de la transition, donc leur ouvrir une gamme de produits qui leur permettent d'agir positivement en ce sens, que ce soit des particuliers, des entreprises. Et ma conclusion, puisque je crois qu'on m'a dit de stop, c'est que le nerf de la guerre, c'est, au bout de toute chose, c'est bien veiller à ce que nos concitoyens, en France, dans le monde, soient pleinement à bord avec nous dans ce processus. Merci beaucoup. Philippe Namias, maintenant. Alors là, il y a eu un mix entre Philippe et moi, mais je vais parler au nom de Nicolas Namias. Donc, bonjour Alain. Donc, bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous et pour évoquer en quelques instants ce thème qui est finalement le thème de la transition. Et le thème, parce que je vais parler de la transition du point de vue d'une institution financière. Et donc, comment on accompagne ces transitions ? Moi, je veux développer 3 idées simples. La première, c'est que je suis convaincu que les institutions financières sont là pour catalyser ces transitions. Deuxième élément, le souci qu'on doit avoir, c'est celui, et c'est en fait notre discussion de ce matin, de la transition juste et du financement de cette transition juste. Et puis, troisième élément, comme on l'a dit, les choses ne sont pas simples. Et je crois qu'il y a un certain nombre de thèmes qui correspondent potentiellement à des difficultés qu'il faut traiter. Alors, premier élément, en fait, je suis assez convaincu que les institutions financières sont là pour porter ces transitions. Pourquoi ? Parce que notre rôle a toujours été de financer les projets. Les projets, ce sont ceux de nos clients, ce sont ceux des particuliers, ce sont ceux des entreprises, mais notre rôle est de les financer. Et je crois assez profondément, d'ailleurs c'est pour ça que je fais mon métier, que si on n'était pas là, ces projets ne se réaliseraient pas. Et donc ces transitions ne se réaliseraient pas. J'aime bien réfléchir à contrario. À contrario, comment un ménage, une famille ferait pour acheter un appartement, une maison, sans banque, sans institution financière ? Ce serait impossible. Ou alors ce serait un monde d'héritiers. A contrario, comment une entreprise ferait-elle pour investir et investir dans la transition sans banque, sans institution financière ? Ce serait impossible. Elle investirait régulièrement simplement son résultat de l'année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans institution financière, le monde est statique. Je suis convaincu que notre rôle est de rendre et d'accompagner un monde dynamique, d'accompagner ces transitions. Ça, c'est un premier point, mais qui est absolument central. Une fois qu'on a dit ça, le sujet, c'est quoi une transition juste et comment, d'un point de vue d'une institution financière, on accompagne une transition juste. Moi, je propose, là aussi, il faut avoir des idées simples, d'avoir 2 idées. La première, c'est que ce sont des transitions qui ne sont pas des ruptures. Une rupture entraînera forcément des situations de complexité et d'injustice. On doit être dans la transition. Deuxième élément, on doit veiller, à travers nos solutions financières, à accompagner l'ensemble des acteurs. Alors, prenons un exemple, transition environnementale. Comment on positionne les institutions financières, comment je positionne Natixis pour accompagner ces transitions ? Du point de vue bancaire, je vais parler à la fois comme banquier et comme investisseur. Du point de vue bancaire, on se dit 2 choses. Premier élément, on doit prendre des engagements pour accompagner la transition. Et donc, on a pris par exemple chez Natixis un engagement d'avoir une température du portefeuille de notre bilan. Chaque fois que nous faisons un prêt, j'alloue à ce prêt une température. Et au total, ça me donne une température de mon bilan. J'ai un objectif simple, être à 2,5 degrés en 2024. À 1,5 degré en 2050, c'est la neutralité carbone. Aujourd'hui, on est à plus de 3 degrés. C'est normal, ça correspond à la température globale de l'économie. Le sujet majeur aujourd'hui, c'est comment j'accompagne cette transition et comment j'ajuste mes prêts pour faire passer mon bilan de 3 à 2,5 degrés. Ça, c'est l'engagement, c'est la contrainte. Et ça passe évidemment par une vision dynamique, par une vision positive, qui est le développement des outils, des solutions financières pour accompagner nos clients dans la transition. Ça, c'est du point de vue banquier. Du point de vue investisseur, même réflexion. La transition juste du point de vue investisseur, c'est permettre d'accompagner nos clients dans leurs projets. Et nous venons, par exemple, d'investir dans une société de gestion qui développe une nouvelle technique financière. Je prends quelques instants sur ce sujet et je le trouve extrêmement intéressant. On appelle ça le blended finance. Ça veut dire quoi ? Ça
Ça veut dire que la société de gestion, qui s'appelle Sunfunder, que nous intégrons dans Mirova, grande société de gestion à impact. Qu'est-ce qu'elle fait, cette société de gestion? Elle mixe deux types d'investisseurs. Un investisseur qui va prendre les premières pertes risquées, et souvent ce sont des fondations, et des investisseurs qui ont un appétit au risque plus classique. Et faisant ça, ça va permettre de faire un effet de levier. Et faisant ça, ça va permettre justement, parce que j'ai un premier investisseur prêt à prendre les premières pertes, ça va permettre d'avoir un effet de levier et de financer des projets plus risqués de transition. Donc, le deuxième point, c'est qu'il y a des solutions financières pour la transition juste. Troisième point, ne soyons pas naïfs, on a des éléments à traiter. Moi, j'en vois deux grands des éléments à traiter. Le premier, c'est aujourd'hui, on est quand même beaucoup porté par une transition de l'offre. Une transition de l'offre, c'est une transition portée par les entreprises, c'est une transition portée par les institutions financières. On est dans une transition qui est de l'offre. Toute la question, c'est que cette transition ne se fera pas durablement si on n'accompagne pas cette transition de l'offre, qui est désormais ancrée, par une transition de la demande. Premier point. Deuxième point majeur, si on veut ancrer la transition juste dans le temps, c'est l'ancrer à travers les crises. Pourquoi? On voit bien que les crises se succèdent, et je termine. Les crises se succèdent et les crises deviennent une forme de nouvelle normalité. Quel est le réflexe naturel à chaque crise? Le réflexe naturel est de revenir sur ses engagements. On prend des engagements quand les choses vont bien, la crise re-questionne les engagements. Il faut qu'on s'habitue à maintenir nos engagements, voire à les accentuer en temps de crise, parce que ça devient la nouvelle normalité. Voilà, il y a une trajectoire qui n'est pas facile, mais il y a une trajectoire pour la transition juste. Merci. Notre dernière intervenante, Maya Altig, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un débat passionnant et si on regarde le programme des rencontres, on doit avoir un quart des tables rondes qui, d'une manière ou d'une autre, portent sur ce sujet. Alors, ça m'inspire en fait toute la puissance du fait qu'on est en train de se mettre d'accord sur une méthode pour agir plus vite. Comme l'ont dit les intervenants, le constat, on n'est pas là pour le discuter. Le constat, il faut agir, il faut le faire vite. Bon. On a, pendant quelques années, eu des logiques de dos à dos. C'est-à-dire, ce n'est pas moi, c'est à l'autre d'agir, c'est plus facile pour l'autre, etc., etc. Ou alors, pourquoi moi alors que je pèse très peu, etc., etc. Et on sort à grande vitesse de cette logique. Je pense que personne ne penserait à tenir ce propos aujourd'hui. Le troisième élément, c'est ce mot qui est intervenu dans le débat politique français, enfin dans l'organisation française, mais qui au fond découle logiquement de ce qui a été cité sur les évolutions européennes, c'est le terme de planification. Le retour de ce terme, je crois qu'il permet en réalité de se mettre autour de la table pour travailler ensemble. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que, au fond, on a besoin de décisions collectives et d'abord d'instruments de mesure collectifs. Il y a des choses évidentes, le charbon est plus polluant que d'autres énergies fossiles qui sont elles-mêmes plus polluantes que les énergies renouvelables, etc. Et donc on voit bien le sens dans lequel on doit aller. La vitesse à laquelle chacun doit aller, pour ne parler que de ce sujet énergétique qui est évidemment massif, et la manière de décliner cela selon les régions du monde, peuvent différer à un moment donné. Je parle, par exemple, vous avez dit, ce serait si l'Europe aidait l'Afrique. Mais il y a beaucoup de pays émergents dans lesquels des projets d'installation énergétique moins polluantes que le charbon, ou bien moins polluantes que les énergies fossiles, mais peut-être plus dangereuses pour la biodiversité, peuvent poser problème. Et je crois qu'avoir des lieux où on se met d'accord sur le fait que dans l'absolu, on n'est pas parfait, mais dans le relatif, on va dans le bon sens, c'est très important. Donc des lieux de décision collective. Deuxième chose, des moments de mesure collective, des instruments de mesure collective. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Je crois que ça a été dit dans une autre table ronde, on est tous le scope 3 de quelqu'un. Bon. Et donc, au fond, bon, c'est un élément à prendre en compte.
Et ces instruments de mesure, ils sont difficiles à installer. Il y a, pour ceux d'entre vous qui peut-être suivent ces débats sur le reporting extra-financier, les normes extra-financières, c'est très compliqué. Ce que tu as décrit, Nicolas, sur finalement une mesure très simple, ça met des années à être construit. Et donc aujourd'hui, on est en train de construire ça ensemble. Et nous travaillons au sein de notre fédération bancaire, on ne le fait pas encore au niveau international, à définir la manière dont on peut collectivement mesurer nos trajectoires. Voilà. Et donc ça permet à chacun d'agir avec des trajectoires qui sont partagées. Et les banques ont toutes adhéré à ce qu'on appelle la Net Zero Banking Alliance, et la fédération encourage tous ses adhérents à le faire, avec diverses actions que je vais vous citer pour finir, et qui au fond montrent que chacun a sa liste de tâches à accomplir en prenant en compte son environnement, ses métiers et la transformation qu'il a à accomplir, changer la manière dont il travaille vis-à-vis de ses clients. Il s'agit de décider d'aligner les émissions avec la trajectoire requise pour la neutralité carbone, d'utiliser des scénarios de transition crédibles et publiés par des instances reconnues, donc le même thermomètre, et faire porter en priorité les efforts sur les secteurs les plus émetteurs, tout en jouant un rôle dans la transition de l'ensemble de l'économie. Alors, dans nos travaux, on travaille aussi bien sur les énergies que sur la rénovation des logements. La rénovation des logements, ça va se faire à 58% par l'épargne. On a fait des petits sondages, 58% par l'épargne. Et le reste va se répartir entre le crédit et des financements publics. Donc, pour vraiment marché par marché, pouvoir décliner les actions à mener, je crois que c'est très important d'avoir ces thermomètres. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais me permettre de poser quelques questions à nos intervenants et peut-être d'abord à Madame la Ministre pour nous dire, puisque là vous avez une grande expérience internationale, pour nous dire en Afrique comment les personnes de la rue, mais comment aussi les gouvernants voient le problème du développement durable. Comment ils voient la convergence des économies africaines, des sociétés africaines vers le développement durable. C'est une excellente question parce que, en vérité, l'Afrique, comme le monde entier, voit ces problématiques de développement durable un peu lui tomber dessus. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'un des continents qui pollue le moins parce qu'il produit le moins, parce qu'il y a aussi une question sur la manière dont nous produisons des richesses aujourd'hui. Et alors même qu'elle peine à se développer techniquement, technologiquement, scientifiquement, elle s'entend dire qu'il faut qu'elle réduise sa manière de produire, ce qui veut dire qu'elle risque de rester toujours en retard par rapport au reste du monde. Et pour ceux d'entre vous qui connaissez la pyramide de Maslow, il est extrêmement difficile de demander à quelqu'un de penser à la globalité quand au quotidien, cette personne n'arrive pas à satisfaire ses besoins physiologiques les plus fondamentaux. Et je crois que l'Afrique est un excellent exemple de justement cette possibilité de produire différemment. Parce que comme le continent africain n'a pas cet héritage que nous avons en Europe, qu'il y a en Amérique, aux Amériques, qu'il y a en Europe ou qu'il y a en Asie, c'est plus facile de créer quelque chose de nouveau et de produire différemment qu'un pays qui est déjà très en avance dans son développement et qui peut avoir beaucoup plus de difficultés à faire les choses différemment. Ça ne veut pas dire que ces pays-là ne doivent pas s'y mettre. Et je crois que nous l'avons tous dit ici, le coût de l'inaction sera beaucoup plus important que le coût de l'action. Ça veut simplement dire que sur ce continent africain, si on investit différemment sur le capital humain, parce que tout part du capital humain, le problème fondamental que je trouve que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons mis l'humain au service de l'économie, au lieu de mettre l'économie au service de l'humain. C'est ça qui est en train de nous tuer réellement. Eh bien, peut-être que nous pouvons finalement
regarder sur ce continent africain de quelle manière nous pouvons produire de manière durable en utilisant les technologies et les sciences dont nous disposons aujourd'hui, parce que reconnaissons-le, je crois que jamais nous n'avons eu autant de moyens technologiques et scientifiques de résoudre tous les problèmes de la Terre du moment que nous y mettons un peu d'intelligence collective. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les institutions publiques ne travaillent pas suffisamment avec les institutions privées, nous manquons de données globales et c'est ce qui fait qu'au final, le continent africain trouve que c'est extrêmement injuste de lui demander de contribuer au même niveau que ceux qui polluent alors qu'il est le plus en retard sur ce développement. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question à Monsieur le ministre singapourien. Nous savons tous que Singapour est un pays riche qui a accompli un parcours absolument remarquable en 40 ans, 50 ans, qui est en avance sur beaucoup de plans et qui est sur le plan technologique. Et donc, je voulais savoir si vous êtes optimiste sur le fait que Singapour arrivera à atteindre le zéro émission nette. Singapour a pris un certain nombre d'engagements. Je n'ai pas cru noter que cet engagement faisait partie actuellement des engagements qui ont été pris au niveau international. Mais peut-être que vous êtes malgré tout optimiste sur le fait qu'il y a à prendre les engagements et ensuite il y a les tenir. Donc est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que Singapour, qui est une société en avance, une société très riche, arrivera à tenir cet objectif? Merci. Tout d'abord, si je puis me permettre, on n'est pas un pays riche à nos yeux. On se dit qu'on est un pays qui continue sans cesse d'essayer de créer une bonne qualité de vie pour notre population. Il ne s'agit pas que de l'économie, mais aussi la politique sociale et les politiques gouvernementaux. Oui, je suis d'accord avec Madame la ministre Moreno, que oui, en fin de compte, le succès réside dans l'impact de nos politiques sur la vie des gens. Quelle victoire creuse d'avoir un PIB très élevé sans que les populations en ressentent les avantages. Peu importe votre politique de croissance, il faut avoir des politiques domestiques, non pas seulement en termes de formation et d'augmentation de capacité, mais aussi de la durabilité, puisqu'il faut s'inquiéter des générations futures. Et est-ce que le Singapour va atteindre ses objectifs et suis-je confiant? Alors, nous avons dit que nous visons la neutralité carbone d'ici le milieu de notre siècle. Et c'est un engagement ferme. Si vous connaissez bien le Singapour, vous savez que lorsqu'on fait une promesse de la sorte, on la prend très au sérieux. Et lorsque l'on fait une annonce telle qu'elle, il faut qu'il y ait les politiques en place pour la soutenir. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Tout d'abord, nous avons déclaré un prix pour le carbone. Nous fiscalisons le carbone et d'ici 2030, on aura une fiscalité entre 30 et 80 $ par tonne. Ça a un impact sur nos industries, mais nous sommes clairs, comme l'eau de roche. Si on ne le fait pas, les incentives ne vont pas être alignés et nous n'allons pas pouvoir mobiliser les ressources pour atteindre le trajectoire que l'on souhaite atteindre. Deuxième point, nous avons quelques engagements vis-à-vis des transitions dans notre économie. Le Singapour contribue. J'ai bien aimé votre commentaire vis-à-vis de tout le monde qui est le scope 3 de quelqu'un d'autre. Nous constituons 0,01% des émissions globales. Nous sommes un petit scope 3, mais nous prenons très au sérieux nos engagements. C'est un problème global, commun, et tout le monde doit faire le nécessaire. Permettez-moi de vous donner quelques exemples dans le secteur du transport. Le transport terrestre représente 15%, 16% des émissions à Singapour.
on adopte l'électrification. La moitié de nos bus de transport en commun vont être électriques d'ici la fin de cette décennie, dans les 6 à 7 années à venir. Et nous adoptons également les véhicules électriques. Et sur notre île, on aura 20 000 stations de recharge sur notre île d'ici 2025 et à la fin de la décennie, on en aura 60 000. Ceci crée une infrastructure et le gouvernement est très positif sur ce point. On travaille avec le secteur privé. Donc voilà 2 exemples. On travaille sur l'aviation, pour les le carburant pour les avions et pour les vaisseaux qui sillonnent la mer, parce qu'il y a beaucoup de pollution à ce moment-là. Donc, il faut faire en sorte que nos PME et nos populations constatent la valeur de ces actions. Si on ne relie pas les points, le message, la politique, l'expérience vécue doivent être reliés. Donc, si on ne fait pas tout cela clairement avec transparence, on ne va pas engager toute notre population. Ce qui est clé, c'est pas facile à se rendre compte de tout cela. Je dois atteindre mes objectifs, sinon il y aura des conséquences à l'avenir. Donc c'est très difficile à argumenter sur cela, sur le terrain. Donc il faut réunir ces propos, relier les points, et dans notre politique et dans nos actes, pour que l'on puisse avoir ce trajectoire économique et sociale durable. Merci beaucoup. Dernière question donc aux représentants du secteur privé. Je voulais savoir, vous avez une vision internationale, vous avez des filiales dans d'autres pays. Est-ce que vous sentez dans les pays du Sud dans lesquels vous êtes implantés, je dirais, une réelle volonté de s'inscrire dans cette perspective du développement durable, et comment vous, à l'intérieur même du groupe que vous dirigez, vous vous sentez capable d'aider les filiales de ces pays pour atteindre, je dirais, leurs objectifs propres, en tenant compte de cet objectif global. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Je vais commencer un mot alors. Deux idées très simples, parce qu'il nous reste vraiment quelques instants. Première idée, c'est pas qu'un sujet entre nord et sud, etc. Je pense que le rapport à la transition, aux thématiques ESG de manière générale, est assez distinct selon les pays et les continents. Parce que Natixis est très présente aux États-Unis, par exemple, sur le continent américain. Honnêtement, le rapport à la transition qu'on a avec nos clients aux États-Unis n'est pas du tout celui que nous avons en Europe. Donc je ne poserai pas nord et sud. Je pense que c'est un sujet où, globalement, aujourd'hui, il n'y a pas le même engagement et surtout la même rapidité mise dans la transition dans les différentes géographies. Ça, c'est un premier point. Et du coup, le sujet, je crois, c'est pas de se dire il y a des continents, on y va, des pays, on y va, d'autres, on n'y va pas. Il y a un sujet quand même de convergence et accepter probablement que le rythme soit distinct. Premier élément. Deuxième élément, très rapidement, moi je pense qu'il faut être innovant dans les solutions qu'on apporte. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur notre nouvelle société de gestion chez Mirova est très innovant. Fondamentalement, c'est une technique que l'on invente pour des projets en Afrique. Parce qu'on sait qu'il y a des projets potentiellement plus risqués, ce sont des micro-projets, et on a inventé cette technique financière pour accompagner ces développements en Afrique. D'accord. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez juste dire un mot, Paul Hudson et après Philippe Heim, juste un mot sur ce thème, et après je passe la parole à la salle. Well, this week we announced at Sanofi. Cette semaine, on a annoncé que l'on va faire les médicaments, les 30 000 médicaments les plus importants disponibles, non pas pour réaliser des bénéfices. On ne le fait pas pour les bénéfices, parce que ces pays-là
ne possèdent pas les infrastructures qui permettent à distribuer ces médicaments aux patients ou de proposer des médecins ou des infirmières pour aider dans cette tâche. Il faut être conscient de ces responsabilités. Chez nous, dans le secteur de la santé, le fait de laisser tomber des palettes de médicaments depuis un avion pour qu'ils soient stockés dans des dépôts, ce n'est pas une approche durable à la santé. Il faut être sur place pour former les médecins et les infirmières et les pharmaciens. Il faut faire en sorte que les médicaments soient disponibles et que ceux qui en ont besoin les reçoivent, puisqu'on peut être très bien confortablement installé à l'ouest et en se disant que à l'ouest, il faut qu'ils se débrouillent. Non, ça ne suffit pas. D'accord, deux phrases. Je crois que c'est important quand même, c'est la cohérence de notre action, quelle que soit notre implantation internationale. Nous sommes une entreprise avec une raison d'être, nous sommes une entreprise à mission, et à travers nos activités d'assurance, nous opérons en Italie, nous opérons notamment beaucoup au Brésil, et les engagements que nous prenons depuis financer de nouveaux projets carbonés à compter de 2030, ils s'imposent à nous, quelle que soit notre implantation. Cette cohérence est absolument nécessaire. Bien, merci beaucoup. Merci aux intervenants. Bon, c'est un sujet tellement vaste, je veux dire, on aurait pu passer la journée, mais le réchauffement dans la salle peut-être nous aurait freiné quand même malgré tout.